On le croyait éloigné de l'université, on l'a retrouvé dans un amphithéâtre, comme si ce maître de conférence de classe exceptionnelle, poursuivi par plusieurs vocations, était rattrapé par la seule constante de sa vie, l'enseignement. À l'Institut des Relations internationales du Cameroun-Irique, le professeur Fabien Kangay-Wané, 69 ans, officiellement retraité depuis 1998, joue les prolongations dans son rôle de prédilection. Du collège Manengumba, en Konsamba, à l'université de Yaoundé, cet homme aura consacré 40 années de sa vie à communiquer le savoir. Il s'est appuyé pour cela sur une œuvre immense et une expérience à tout le moins dense. Études de philosophie, de théologie et de droit canonique, un doctorat d'état ès lettres, une demi-douzaine de livres, des centaines d'articles, 10 années de sacerdoce comme prêtre de l'Église catholique romaine, 25 années d'enseignement de l'histoire. Ajoutons à cet actif aussi l'immersion dans l'égyptologie à la suite de feu le professeur Cheikh Anta Diop, l'initiation aux valeurs authentiques de l'Afrique ancestrale et quelques incursions dans l'arène politique camerounaise. En somme, des états de service respectables qui font de cet ancien vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines un de ces maîtres à penser dont le témoignage ne peut être qu'enrichissant. C'est le sens de cette nouvelle série d'émissions qui commence ce soir. Elle est inspirée de ce qui nous est apparu comme les trois sources principales de la vie et de l'œuvre du professeur Kangay-Wané, l'histoire, le sacerdoce et la tradition. Professeur, pour un retraité, vous êtes plutôt très actif, hein? Ben, ma foi, vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais compris que j'ai l'âge que je leur donne. Mais je dis à chacun, la vie a ses secrets, hein. Il faut savoir l'apprendre aussi simplement que ça. Alors, vous êtes passé de l'université de Yaoundé 1 à Yaoundé 2. En fait, vous avez juste traversé le bosquet? Non, j'ai toujours, même quand j'étais en pleine activité, j'ai toujours donné des petits enseignements dans toutes les universités. Y compris dans ce beau cas de l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Beaucoup ont ici. C'est quand même plus facile d'enseigner à combien ils étaient là dans la classe d'une vingtaine d'étudiants qu'à tout un amphithéâtre. Il est évident que c'est plus sympathique. Là, parce qu'ils sont plus disciplinés. Discipliné, je regarde chacun dans les yeux, je peux modifier mon enseignement selon que ses yeux sont fatigués ou pas fatigués, tandis qu'avec 500 personnes là-bas, je dois plutôt essayer de deviner quels sont ces sentiments. L'institution universitaire, comment la jugez-vous depuis l'université fédérale dans les années 60, en passant par la réforme de 1993? Comment jugez-vous l'encadrement des jeunes? Parce que c'est quand même votre dada. Monsieur Charles Ndongo, si vous me posez la question, je vous réponds sans nuance. Je la juge en perpétuelle décroissance, dégradation. J'ai enseigné ici depuis 1975, que j'ai commencé à enseigner. Je rentrais d'Europe. J'étais encore avec des enseignants, professeurs qui croyaient à leur mission et qui se dévouaient. C'est une éthique qui tente à disparaître. Qui avait une éthique qui ne tend pas seulement à disparaître, qui a disparu. Conséquence, moi je leur dis, je n'hésite pas. Quand je compare un travail de 2S que j'ai dirigé en 1976, je le compare à un doctorat que je dirige en l'an 2000, entre le 2S et le doctorat, vous comprenez, l'expression même, la rédaction même. Et ajoutons parce que, comme je dis chez M. Charles Ndongo, ce n'est pas les connaissances qui m'intéressent. C'est l'éthique de la personne qui m'intéresse en même temps. Alors quand je compare l'éthique de l'étudiant de l'université fédérale à l'éthique des universités actuelles, franchement, je le dis, je n'ai pas à me cacher. Vous n'êtes pas en train de juger avec vos lunettes d'il y a 30 ans? Oui, mais je suis en train de juger avec les lunettes d'un père, d'un père de famille, qui souhaite que lui partant, la famille augmente. Il souhaite, je dis bien, donc tout parent souhaite que lui disparaissant, sa succession évolue. Vous comprenez? Alors quand moi, père, je me constate disparaissant et je constate que mes enfants que je laisse n'ont pas où s'accrocher,
je crois que je suis tout à fait... La réforme de 93 n'a pas apporté grand-chose. Non, je vous le dirais non. Non, je n'hésiterai même pas... la décongestion du campus, mais vous ne pouvez la mère des universités. Vous ne pouvez pas. La réforme aurait apporté beaucoup. Si avant la réforme, on avait pensé les problèmes d'université. Ça n'a pas été fait. Une université, ce n'est pas une école du quartier où on peut appeler n'importe qui pour enseigner. Donc si nous avions pensé que nous voulons faire 5 universités, et que si nous avions pensé que telle université demande comme logistique matérielle telle chose, logistique en personnel telle chose, logistique en finance telle chose, si nous avions fait ça, nous nous serions sûrement aperçus que le Cameroun ne disposait peut-être pas suffisamment d'éléments pour gérer des universités. On apparaît quand même au plus pressé, non? La situation était telle qu'il fallait trouver des solutions. Oui, mais on a pu parler, la situation était telle qu'il faudrait voir ce qu'elle était. Oui. Et qui obligeait à apparaître au plus vite. En tout cas, elle était très préoccupante. Très préoccupante. Oui, mais en ces moments-là, on aurait conçu des moments de réflexion commune où interviennent les intéressés, vous comprenez, et on serait arrivé à ce que on tienne compte effectivement des éléments disponibles. On va continuer à parler dans la voiture. Alors, vous prenez votre retraite de l'université et puis on vous retrouve dans un amphithéâtre. Est-ce que cela témoigne de ce qui vous caractérise, votre volonté de toujours explorer les hommes et les choses? Oui, oui, oui. Et en fait, vous m'avez trouvé aujourd'hui dans un amphithéâtre, sollicité, invité par le directeur de l'IRIC. Bon, ça fait la 2e année que je donne cet enseignement-là. Et vous me trouverez demain dans mon petit bureau que vous connaissez à Essos, avec d'autres personnes qui viennent et avec qui on échange. Vous faites en fait un travail de ressourcement traditionnel. De ressourcement traditionnel. Oui. Donc on continue. C'est l'égyptologie qui vous a conduit à ça? Oui, c'est l'égyptologie. Alors comment justement vous arrivez à l'égyptologie? J'arrive à l'égyptologie parce que je prends conscience que ma société n'est pas assise sur des vraies bases. Je recherche ces vraies bases. Je m'aperçois que ces bases devraient être les mêmes que celles qu'avaient mes parents, mes ancêtres. Or, celles qu'avaient mes parents ont disparu sous l'enseignement de la mission civilisatrice. Alors, je m'aperçois qu'en Égypte pharaonique, parce qu'eux, ils ont écrit, ils ont des documents écrits. En relisant donc ces documents écrits, je peux retrouver ces bases de mes ancêtres. D'où donc la réhabilitation de l'égyptologie, non pas en tant qu'égyptologie, mais en tant que voie qui me conduise à retrouver les ressorts sur lesquels fonctionnait la société traditionnelle africaine. Donc c'est pourquoi ce lien-là entre l'enseignement de l'égyptologie et la redécouverte des ressorts de l'Afrique traditionnelle ancienne. Et ces ressorts-là, vous avez le sentiment de les avoir retrouvés? Oui, je les retrouve énormément maintenant. Et même c'est ça qui fait comme la base de mes enseignements à ceux qui suivent alors mes enseignements dans cette petite école privée. Je les retrouve énormément. Et on s'aperçoit, à ma grande surprise, et à la leur d'ailleurs, on s'aperçoit que ces ressorts ne sont pas du tout en désharmonie avec les ressorts que vous trouvez dans la Bible, la vraie Bible. Je ne dis pas dans l'enseignement des missionnaires. Oui. Vous comprenez? Vous voyez un décalage entre ce qui est écrit dans la Bible et l'enseignement que nous recevons? Énormément. Ce qui est écrit dans la Bible est infusé dans une idéologie. Oui. Donc, en me l'enseignant, on m'introduit dans une idéologie. Donc, ce n'est pas la même chose. Oui. Professeur, il y a un de vos étudiants qui vous a qualifié de pharaon de l'histoire africaine. Oui. Mais moi, je peux retenir aussi que vous êtes un peu le prêtre de cette histoire africaine. Lequel des deux qualificatifs vous convient? Les deux, c'est la même chose. Parce que si vraiment je suis un pharaon de l'histoire égyptienne, c'est que je perçois l'Afrique de l'intérieur. C'est pourquoi je suis vraiment qualifié de pharaon, si vraiment c'est ça. Maintenant, prêtre
comme vous dites, de l'histoire africaine. Je dis oui, parce que je perçois l'Afrique de l'intérieur. Et j'essaye donc de la retravailler de l'intérieur. C'est ça la chose. Et comme je vous ai dit, ces deux intérieurs ne s'excluent pas, ça se complète. Professeur, on va s'arrêter un moment à ce sanctuaire marial. Professeur, c'est la première fois que vous visitez ce sanctuaire marial? Oui, je dois l'avouer. Je l'ai vu monter déjà sur Monseigneur Zoa. Je passe souvent ici, je vois et j'ai suivi qu'il y avait inauguration, je n'étais pas venu. C'est la première fois vraiment où j'entre à l'intérieur et même ici où vous m'avez amené, c'est la première fois. Comment vous le trouvez? Oh, il est magnifique. Il est magnifique et ça fait penser un peu à... Évidemment, c'est parce qu'on n'a pas voulu imiter ça à la voûte de Rome, quoi. Oui. Vatican à Rome, ça fait penser un peu à ça. Mais comme toujours, africain que je suis, je me demande si nous saurons entretenir ça. Vous savez, quand c'est l'entretien qui donne... C'est l'appel que vous lancez, hein? Oui. Franchement, si on n'entretient pas, à un moment donné, ça deviendra quelque chose... ce n'est plus comme c'était. C'est l'appel, c'est un souhait. C'est un souhait que j'aimais, quoi. Pour ça, il y a une question qui me brûle les lèvres. J'ai lu les éléments de biographie que vous m'avez donnés. Nulle part, vous ne faites mention de votre sacerdoce. Vous avez bien été prêtre, vous avez été ordonné. C'est une tranche de votre vie dont vous avez honte? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Je dis à qui veut m'entendre que cette tranche était absolument indispensable pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Elle vous a beaucoup apporté? Absolument. Je crois même que parfois dans mes réflexions, je me dis que peut-être que si je n'avais pas été dans cette voie, et encore, j'y suis arrivé de façon anormale, je peux ainsi dire, parce que quand moi j'allais au séminaire, canoniquement, les fils des polygames n'allaient pas au séminaire. Donc quand j'étais à l'école à Bonabéry, on n'y pensait pas que je pourrais un jour aller au séminaire. Deuxième chose, canoniquement, comme vous le remarquez, je suis strabé, autrement dit, je louche. Et là aussi, c'était canoniquement interdit. Alors, à ma grande surprise, après mon certificat d'études primaires, le père Albani, qui était le directeur de l'école, le curé de la paroisse, avec le père Jeannette, qui était directeur, ils m'ont fait venir, ils m'ont dit, mais tu as l'air intelligent, est-ce que tu aimerais aller au séminaire? Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 48. Je venais de faire le certificat d'études primaires. En 48, vous avez 16 ans? 1948, j'avais 16 ans. Alors, quand ils m'ont posé la question, je suis allé voir mon père. Lui aussi était surpris, il dit, mais comment on m'avait dit que les enfants des polygames n'allaient pas. Heureusement, mon père avait son frère, donc deux enfants étaient au séminaire. Un ici, le père Étienne Kangué, le dominicain qui est là. Oui. Bon, lui, il était déjà au séminaire, donc papa était très heureux de savoir que lui aussi va avoir son fils au séminaire. Donc c'est comme ça que je suis parti. Et je dis donc que si je n'étais pas parti au séminaire, je ne suis pas sûr que j'aurais fait la découverte de moi-même, comme je la fais maintenant, que j'aurais su, disons, gérer un peu ma vie, comme je le fais maintenant, que j'aurais su prendre conscience de mes responsabilités par rapport aux autres, parce que mon principe de vie, c'est que je ne suis pas né pour moi, je suis né pour les autres. Je ne suis pas sûr qu'en évoluant hors de ce cadre-là, je serais arrivé là où je suis. Mieux encore, étant d'une famille extrêmement, je ne dis pas pauvre, non, mais démunie, je ne suis pas sûr que j'aurais eu l'occasion de faire mes études supérieures à l'époque, vous comprenez, parce qu'il fallait être fils de quelqu'un pour avoir une bourse à l'époque. Or, papa, c'était un pauvre paysan. Je ne vois pas qui m'aurait donné une bourse. Et c'est l'Église qui a assuré la relève? L'Église, oui, a assuré. D'une certaine manière? D'une certaine manière, tout mon séminaire, disons que ce qu'on appelait à l'époque bienfaiteur, il payait ma scolarité, il payait des choses, etc. Et mieux encore, bachelier
je ne vois pas comment j'aurais continué mes études universitaires en Europe. Alors qu'est-ce que l'Église vous a apporté? La responsabilité, l'éthique, la retenue? Retenue, responsabilité, éthique, vision du monde. Conviction, je dis bien l'Église m'a fait. L'institution dans laquelle j'étais m'a donné cette vision du monde dans laquelle je suis 100% convaincu que je ne m'appartiens pas, je m'appartiens aux autres. Alors cette connaissance que j'ai acquise dans cette institution-là s'est trouvée renforcée lorsque je me suis replongé dans l'Égypte ancienne. Vous comprenez? Donc je n'ai aucune honte, au contraire, les prêtres, les évêques que j'ai eu l'occasion de former, nous restons de très bons amis. Vous avez quelques noms? Je peux même vous dire que l'archevêque d'ici actuellement, Monseigneur Wonking, c'est mon camarade de séminaire. Il était devant moi 1 an, il était en 6e, moi j'étais en 5e. On a évolué ensemble. Il a été ordonné, lui, prêtre, en 1960-61, pardon. Moi, j'ai été ordonné en 62. En 62. Et nous avons été tous les deux vicaires à la mission de Souza, dont on se connaissait. Il donnait des cours à Douala, moi aussi. Et on l'a affecté ensuite. Et quand il était évêque à Bafoussam, j'allais régulièrement. Voilà un nom. Je peux vous donner un autre nom. Monseigneur Toyen Bakot, qui est actuellement l'évêque de Déa. Ce sont les gens que j'ai, en fait, ce sont les jeunes gens que Dieu a placés sur ma route et que j'ai donc eu à former, à entraîner, à encadrer avec les Boussi, avec les Nyom, au grand séminaire d'Incorbisson. Donc lui aussi, partout où on se rencontre, bien qu'il apparaisse plus vieux que moi maintenant, si vous le voyez, vous croyez qu'il est mon aîné, non? Ah oui, vous êtes très bien conservé. Bon. Alors vous restez 10 ans prêtre? Je suis resté 10 ans prêtre. J'ai exercé d'abord comme prêtre à Nkonsamba, dans le diocèse de Nkonsamba. J'ai fait 1 an à Nkonsamba, j'ai fait 1 an à Souza, et à la 3e année, on a nommé évêque Ndogmo, Monseigneur Ndogmo, évêque d'Nkonsamba, et il m'a pris comme secrétaire, et je suis parti en Europe. Alors en Europe, j'ai eu encore à exercer comme prêtre à Strasbourg, où bien sûr où j'étais, à Rome, où j'ai fait mes études, comme j'avais des amis, j'ai exercé en Suisse, j'ai exercé en Allemagne, j'ai exercé en Autriche. Pratiquement, j'ai sillonné comme prêtre, je dis bien, parce que là-bas, les curés ont leurs congés, leurs vacances. Alors quand le curé prend ses vacances, il fait venir un ami pour le remplacer. Donc j'ai remplacé les curés là-bas. Et ça a duré pendant 10 ans. À quel moment intervient la rupture? La rupture... Qu'est-ce qui vous fait rendre votre tablier, j'allais dire votre soutane, au pape Paul VI? J'ai l'habitude de dire aux gens que j'ai changé ma vision extérieure, je n'ai pas changé ma vision intérieure. Je suis allé en Europe en 64, donc 65, avec Ndogmo. Et j'ai fait mes études, enfin j'ai continué donc universitaire, parce que j'avais déjà fini les grands séminaires, études universitaires. J'ai eu à prendre conscience, vraiment, alors, à vivre la conscience, à constater qu'il y avait un peu d'hypocrisie. Des choses qui choquaient votre... Des choses qui choquaient mes convictions. Oui. Parce que M. Charles Ndongo, quand je vous dis, même là où je suis, je vous dis que je vous aime, je vous aime. Vous ne me trouverez jamais quelque part en train de vous trahir. Vous êtes jamais. Un homme entier. Je suis un homme entier, c'est le mot exact. Vous auriez du mal à donner des exemples, des illustrations de cette hypocrisie? Oui, vous savez... Par pudeur, hein? Par pudeur, ensuite j'ai quand même une conviction, j'ai une conviction quand même. La vie de Charles Ndongo par rapport à la conscience supérieure, comme j'appelle ce qu'on appelle Dieu, c'est une affaire que Dieu seul connaît, Charles Ndongo même ne connaît pas. À plus forte raison, moi, je peux dire que Charles Ndongo a mal fait, alors que dans sa vision, il a bien fait, la vision de l'homme là-haut. Pourquoi vous dites ce qu'on appelle Dieu? Vous n'avez rien renoncé de vos croyances? Non plus. Le mot Dieu, oui, c'est le mot des autres. Mais chez moi, on appelle Ilolombi ou on appelle Nyambé. Alors si moi, je vous dis Nyambé, vous allez dire que je suis un païen. Alors je préfère employer un terme qui nous est commun, conscience universelle. Que vous l'appeliez Dieu, il a une conscience universelle. Que vous appeliez Si, il a une conscience universelle. Que vous appeliez Nini, comme les Bamons, il a une conscience universelle. Donc pour moi, cet être insaisissable, immaîtrisable, invisible, immatériel,
Si je l'appelle Dieu, vous allez me localiser quelque part. Vous comprenez? Et quand je veux l'aborder, je l'aborde comme ça, comme quelque chose de supérieur. Vous continuez à le faire, ça? Mais toujours, mais bien sûr. Vous priez combien de fois par jour? Mais maintenant, il faudrait qu'on s'entende sur le mot prière. Oui. Si vous me demandez si j'ai reçu... Vous vous mettez en dialogue avec Dieu. Absolument. Si vous me attendez que j'ai réussi les formules que vous m'avez apprises, je ne les récite pas. Ah bon? Vous comprenez? Non. C'est votre manière à vous de vous révolter contre cet ordre-là. Je ne me révolte pas, mais disons que face, puisque vous touchez ce domaine-là, face à l'être invisible, le dialogue est respectif à chacun. Monsieur Charles Ndongo peut avoir dans sa maison, au moment où nous parlons, c'est un problème qui le préoccupe. Et il voudrait s'ouvrir à l'être éternel pour lui exprimer ses problèmes. À lui, Charles Ndongo. Moi, Kangé, je peux avoir mes problèmes actuellement, et chacun de nous en a. Et je vais m'ouvrir à lui. Il est évident que mon discours ne sera pas votre discours. Donc vous êtes pour une relation individualisée avec Dieu. Individualisée avec Dieu. Et le discours qu'il va vous inspirer correspond à votre champ de besoin. Si vous écrivez ça, vous me dites, récite cette prière. Vous voyez ce que ça fait? Il n'est pas évident que ça correspond à mon champ de besoin. Donc moi, je préfère, si je vous réponds honnêtement, il ne se passe pas de journée, je ne sors pas de ma maison avant de me sans adresser des paroles à Dieu. Je ne m'adresse même pas sans entrer en confondement avec lui. C'est l'expression que nous, les Égyptiens, en confondement, c'est-à-dire sans me fondre en lui et recevoir ce qu'il veut que je fasse dans la journée. Vous comprenez? C'est ça la différence. Et à ce moment-là, vous le ressentez autour de vous? Absolument, je le ressens entièrement. Y compris physiquement? Physiquement, bien sûr. D'autant plus que le physique est essentiellement conditionné par le spirituel. Faites une expérience. Faites bien une expérience. Quelqu'un vous fait mal ici, physiquement. Ça se répercute dans votre émotif. L'émotif touche votre psychique. Et dès que votre psychique est touché, référence spirituelle zéro. Nul, vous ne pouvez pas prier. Ah oui, c'est vrai. On est perturbé. Vous comprenez, vous êtes perturbé. Alors, la démarche est celle-ci. J'entre en confondement avec lui, je charge ma dimension spirituelle qui se répercute sur mon psychique, qui se répercute sur mon émotif. Et dès que ça s'est répercuté sur mon émotif, je commande mon physique. Ah, vous êtes un peu comme blindé. Voilà. Je ne marche pas n'importe comment, je ne parle pas n'importe comment, je ne regarde pas n'importe comment, parce que tout ça est en harmonie avec la partie, le quatrième étage. Donc, et c'est ça que j'apprends aux gens, enfin à mes amis qui veulent réfléchir. Tenez-vous toujours à 4 niveaux. Vous avez le niveau spirituel. Tout homme là, il n'y a pas à dire je suis un païen. Les païens n'existent pas. Vous comprenez? Ce que vous appelez animisme, ça n'existe pas. C'est vous qui avez appelé ça comme ça. Mais tout être humain a ces 4 niveaux. Le niveau spirituel, qui est donc en confondement avec l'invisible, et dont les effets se répercutent sur le niveau spirituel, ce que vous appelez l'âme, paix de l'âme. Et le niveau spirituel se répercute sur le niveau émotif. Vous voyez, c'est différent. Alors, dès que vous avez réussi vous avez le niveau émotif, c'est vous qui réussissez maintenant à communiquer au physique les exigences de l'émotif et du spirituel. Et c'est pourquoi vous voyez, on vous dit, cet homme est sage. Et les gens qui marchent, ils sont là comme dit comme dit la Bible. C'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Vous comprenez? Et ça, dans cette condition, vous ne pouvez pas dire que moi, mes prières qui me réussissent, vous les récitez, non. Vous comprenez? C'est donc ça. C'est compliqué à faire ça. J'ai dit aux gens que, bon, les gens m'ont demandé dans une conférence chez les protestants si je suis chrétien. J'ai dit, demandez-moi si je suis croyant. C'est différent. Très différent. Parce que d'abord, de toute façon, Christ a dit qu'il a été envoyé, donc il me renvoie à quelqu'un. C'est ça la nuance. Dans ce milieu qui vous a conditionné, on dit que l'habit fait le moine. Vous avez troqué la soutane
contre la Gandoura, vous voulez dire que c'est sans conséquence sur votre vie parce que vous êtes en Gandoura là? Non, monsieur Charles Ndongo, Vous n'êtes pas passé d'une religion? Non. Je n'ai pas un habit fixe chez moi. Une chose que je ne porte pas, excusez-moi de vous le dire, vous me trouverez difficilement en costume et en cravate. Et pourquoi? J'ai vu des photos où vous êtes en costume et cravate. Et j'étais même un très beau garçon en ça. J'ai même des costumes. J'ai gardé quand même un costume pour des sorties éventuelles. Oui. J'ai des cravates. Si vous êtes appelé à la présidence, par exemple, ou chez le Premier ministre? Non, le président est déjà habitué à avoir des gandouras. Oui, en effet. Je n'ai pas un habit papier. En quels termes jugez-vous l'Église catholique romaine aujourd'hui? Est-ce que c'est en termes moraux? Est-ce que vous dites c'est bien ou c'est mauvais, ou vous vous dites c'était une étape dans ma vie, c'est une étape dans mon histoire personnelle? L'église catholique ou l'église protestante ou l'église musulmane rentre dans la catégorie de ce que j'appelle des institutions religieuses. Toutes que sont vous des avez beaucoup étudié. Ah oui, à fond. Une institution religieuse, cela veut dire qu'on a fini par codifier un comportement. Et dès qu'on l'a codifié, on l'a rendu absolu. Comme je disais tout à l'heure, M. Charles Ndongo a des problèmes chez lui. Il a des problèmes humains. Il a pris l'habitude de se référer à l'être invisible. L'être invisible, lui, il recueille de cet être invisible un comportement. Il s'en va chez lui. Dans ce premier élan, ce n'est pas institutionnalisé, c'est naturel. Mais ce Charles Ndongo se dit, mais tiens, ça m'a réussi tel jour, ça m'a réussi tel jour. Et il rédige, il met par écrit. Et dès qu'il a mis ça par écrit, il s'est dit, il faut que, comme ça me réussit, ça réussisse aussi à l'autre. Donc il lui donne ça, il lui enseigne ça. Dès que vous avez rédigé ça, ça devient donc un code. C'est la Bible, c'est les évangiles, c'est... Et encore, entendons-nous, dès que vous avez rendu votre action, votre manière à vous absolue, et que vous avez entrepris une démarche de prosélytisme pour que tout le monde fasse comme vous, c'est devenu une institution. Vous comprenez? Instituere. On établit une chose. Or, avec Dieu, il n'y a pas quelque chose d'établi. Vous comprenez? Donc, catholiques, protestants, musulmans, tout ce que vous voulez, ce sont des institutions religieuses. Et en tant qu'institutions religieuses, ils ont nécessairement divisible et de l'invisible. L'invisible est absolument incriticable, parce que c'est l'absolu. Le visible est critiquable. Le visible entre dans l'histoire, et entrant dans l'histoire, entre avec ses passions dans l'histoire. Je n'ai pas besoin de vous citer des cas qui se passent maintenant où des responsables d'église sont au tribunal. Hein? Vous comprenez, vous le savez. Oui, tout à fait. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire comment catholiques et protestants se combattent. Et pourtant, tous sont autour du même mot amour. Oui. Et tous se réclament de Dieu. Tous se réclament de Dieu. Tout simplement parce qu'on a institutionnalisé. Et dès qu'on a institutionnalisé, on a injecté une partie de recherche d'intérêt personnel. Vous comprenez? Vous ne déplacerez pas facilement un curé quelque part. Donc, ces institutions, je les regarde avec beaucoup de respect parce que je sais qu'il y a de l'invisible dedans. Mais je les regarde avec beaucoup d'esprit critique parce que je sais qu'il y a de l'humain dedans. Et il n'est pas toujours évident que le spirituel réussit à dominer l'humain et que l'humain n'apparaît pas. Professeur, vous quittez donc le sacerdoce classique pour rentrer dans un autre sacerdoce, d'ailleurs que vous n'avez jamais quitté, c'est-à-dire l'encadrement des jeunes. Et vous écrivez notamment deux thèses remarquables. Une de 3e cycle sur les Africains au Concile Vatican I, et puis une autre sur le politique dans le système religieux. Je reviendrai d'abord à votre première observation. J'ai quitté le sacerdoce classique pour vivre le sacerdoce naturel. Vous reprenez là la phrase, la réflexion que m'a faite Monseigneur Van Hagen. Vous connaissez Monseigneur Van Hagen à l'Est? Parce que lui m'a connu au séminaire, grand séminaire comme professeur, comme tout à l'heure je vous disais là.
Et quand je suis parti, je dois reconnaître que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Parce que j'étais vraiment engagé. On n'a pas compris ce qui est arrivé. Bon. Et on s'est perdu de vue très longtemps. Et une fois, il avait assisté à un de mes entretiens avec les gens. Et on s'est resalué. Il me dit, mais maintenant, M. Fabien, c'est maintenant que vous vivez votre vrai sacerdoce. C'est lui qui m'a dit ça, M. Van Hegen. Et il n'est pas seul à me le dire. Parce que je crois que si l'on a compris l'exigence du christianisme authentique et qu'on a compris les exigences de la vie africaine authentique, on se retrouve dans la même obligation. On n'est pas né pour ça, on est né pour les autres. Pour servir. Pour servir. Et franchement, si on a appris à lire la Bible... C'est profondément religieux, ça. Je dirais humain. C'est dans l'ordre naturel des choses. Nous n'avons pas l'occasion ici, ou le temps ici, de prouver à quel point M. Charles Ndongo, dans son existence, n'a rien qui ne dépende pas de quelqu'un d'autre. Donc, toute chose qu'un individu utilise le renvoie à toute une chaîne. C'est pourquoi cette formule que vous avez appelée religieuse, mais qui est tout à fait naturelle, à savoir, personne n'est fait pour lui, la vie de personne n'est individuelle, toutes les vies sont interconnectées. Alors en revenant au sacerdoce naturel, oui, vous vous mariez? Je me suis marié, quelle année? Je me suis marié en 72. Vous avez donc 40 ans? 40 ans. Oui. J'avais 40 ans, effectivement. Oui. Je me suis marié à 40 ans. Oui. Vous avez eu combien d'enfants? J'ai actuellement 4 enfants. Oui. J'ai actuellement 4 enfants et vous comprendrez que marié à 40 ans, il y en a qui sont encore à l'âge scolaire. Parce que si je m'étais marié plus tôt, peut-être que l'aîné aurait votre âge. Mais en tout cas, je disais que le religieux et votre passage chez les missionnaires et dans le sacerdoce classique, une fois de plus, a beaucoup marqué votre vie, notamment par ces travaux que vous avez réalisés, vos 2 thèses. Pour la première, la thèse de 3e cycle, qu'est-ce que les Africains apportent au concile, ou plutôt à l'inverse, qu'est-ce que le concile leur apporte? Je vous donnerai d'abord, pour que vous répondiez à ça, je vous donne le contexte. J'ai écrit ma thèse de 3e cycle lorsque le Concile Vatican II terminait, finissait. Je vous ai dit que j'ai accompagné mon évêque à Rome en 1964-65, ce qui m'a donné l'occasion d'assister aux 2 dernières sessions du Concile Vatican II. Bon. À ce Concile Vatican II, j'ai vécu beaucoup de choses, puisque j'étais sur place. J'observais... Notamment la mort du pape. Jean 23 venait de mourir, Paul VI venait de monter. Donc je suis allé quand Paul VI prenait le trône. Le trône de Jean 23. Bon, et c'est sous lui donc, que les 2 dernières sessions ont eu lieu. Donc l'occasion qui m'a amené à ça, regardant les interventions des évêques pendant le concile, puisque j'ai eu à suivre les interventions de Monseigneur Alfrink, de Monseigneur, enfin bref, les évêques occidentaux, particulièrement hollandais, allemands et français. Il y avait l'évêque Monseigneur Weber. Quand je regardais la conviction avec laquelle ces évêques sont engagés au concile, et que je regardais mes frères, dont beaucoup venaient à peine d'être nommés évêques, donc ils ne maîtrisaient pas encore suffisamment les rouages du système, je me suis dit qu'il est très probable que le niveau d'approfondissement, d'exploitation d'une assise comme le Concile Vatican ne soit pas le même, étant donné la jeunesse physique, intellectuelle de l'Église africaine, des Africains, et la maturité en tout domaine des Occidentaux. Donc, et comme j'étais donc à Rome, j'ai commencé à interroger certains pères de l'Église. Et comme j'étais au Vatican, je suis allé à la bibliothèque pour commencer à revoir si le concile
du XXe siècle est comme ça. Comment a pu être celui qui a eu lieu du XIXe siècle, où les Africains n'existaient même pas encore? Vatican I, oui. C'est quelle année exactement? 1869-1870. Alors que Vatican II 1959-65. Vous comprenez? Donc, je me suis donc donné comme thème de recherche, et heureusement, j'avais un professeur épatant, un chanoine par-dessus le marché. Un chanoine qui m'adorait, qui m'aimait, qui m'a donc dit, mais faites ce travail-là. C'est un travail de recherche sérieux. Donc, je me suis donc mis à étudier point par point Vatican I. La présence physique des Africains, la présence intellectuelle des Africains, les problèmes débattus sont des problèmes propres à l'Europe ou à l'Afrique, etc. Je suis arrivé à la conclusion finale de ce premier travail, donc, que, certes, quand on parle écuménique, concile écuménique, il faut nuancer. Écuménique, normalement, c'est tout le monde. Mais dans ce tout le monde, il y a des grands, il y a des petits. Les grands peuvent concevoir un travail que les petits n'assimilent pas correctement. Vous comprenez? Donc j'ai fait cette thèse-là, que j'ai passée, et j'ai donc ensuite commencé à observer à quel point les institutions religieuses, catholiques, missionnaires sont dépendants matériellement de l'apport extérieur. Et très souvent, par le truchement de l'église extérieure. Autrement dit, si nous voulons avoir des dons ici pour construire ceci, nous faisons appel à l'église en Europe, qui va quêter pour nous et nous envoyer. Et me plongeant dans le 15e siècle, l'origine de la colonisation, je me suis aperçu encore que, d'une manière ou d'une autre, les forces religieuses catholiques ont été pour beaucoup dans le travail d'Henri le Navigateur, etc. Et c'est là où vous établissez la collaboration. Alors, entre je me dis nécessairement le religieux et le politique. Les religieux et le politique, étant donné que vont de pair. Je n'accuse pas, mais je constate. Vous comprenez? Mais dans le religieux-là, vous avez un chapitre où j'ai dit que le chrétien est dans le citoyen. En effet. Autrement dit, si je suis Ewondo, Betty d'ici là, ce n'est pas en devenant chrétien que je ne suis plus Betty. Non. Vous comprenez? Donc, ma nature de Betty est là-dedans. Et de temps en temps, il est possible que mes réactions transcendent, dépassent les réactions de chrétiens, et que ce soit les réactions de Betty. Vous comprenez? Donc, c'est ça que j'ai dit, non, nécessairement, si c'est l'Europe chrétienne qui a colonisé l'Afrique, il n'est pas impossible que l'institution religieuse chrétienne n'ait pas été complice. Bien que les uns et les autres s'en soient défendus. Les uns et les autres s'en défendent. Ils s'en sont défendus à partir des années, disons, 20e siècle, entre nous. C'est avec la fameuse... ce qu'on appelle le sanglot de l'homme blanc? Non. Ceci a commencé à prendre corps après 1904. Vous connaissez la fameuse loi de la séparation de l'Église et de l'État. Oui. Vous comprenez? Bon, on a commencé à faire croire que non, l'Église ne fait pas de politique. L'Église n'a rien à faire avec l'État. Ça, c'est une idée qu'on a eue. Et comme vous dites alors, lorsque effectivement, après la Première Guerre mondiale, les Africains ont commencé à émerger pour demander leur indépendance, etc. Et que dans ces luttes contre les nationalistes, il a fallu se démarquer, n'est-ce pas? Nécessairement, les forces religieuses devaient dire que non, nous ne sommes pour rien, au contraire, nous sommes dans le sens du progrès. Et quand le pape Jean-Paul II demande pardon pour tous les crimes commis par l'Église dans l'histoire, à quoi fait-il référence? Je crois connaître suffisamment l'histoire des papes, suffisamment. Jean-Paul II restera, à mon humble avis, dans l'histoire une figure charismatique. C'est encore un être exceptionnel. Je parie qu'après Jean-Paul II, la gestion, la structuration, la gestion de la structure de l'Église catholique ne sera plus la même. Les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. Vous comprenez? Bon, cela veut dire que je pense
qu'avec le temps, il arrivera que l'institution dans nos sociétés épouse le contrôle de la société. Et le contexte le permettra. Quitte à eux à ce qu'ils puissent le faire. Alors c'est dans ce sens donc que j'ai réfléchi et je continue à réfléchir sur cette information que j'ai captée, d'après laquelle Jean-Paul II a demandé pardon. Je crois que je n'ai pas mal capté. Bon. S'il a demandé pardon, et je lis ça au voyage qu'il a fait de l'Égypte à Jérusalem, en passant par le mont Horeb, oui. De l'Égypte, le Sinaï, le mont Horeb et Jérusalem. Et vous savez comment les gens ont réagi à Jérusalem? Ce geste-là, nous l'attendions depuis 2000 ans. Voilà, vous comprenez? Donc, et cet homme, c'est un homme essentiellement spirituel, même s'il y a de l'humain, il est polonais de toute façon. Bon. Il n'est pas évident que cet homme n'ait pas pris conscience du rôle regrettable joué dans l'histoire de l'humanité par l'institution religieuse catholique. Y compris éventuellement dans la colonisation, la colonisation, la traite négrière, la destruction de notre patrimoine culturel. La destruction de notre patrimoine culturel, même l'hitlérisme, le nazisme, le fascisme. Il n'est pas impossible que le pape n'ait pas pris conscience. Oui, parce qu'il y a des papes qui se sont montrés compréhensifs vis-à-vis de tous ces cas. Vous comprenez? Oui. Vraiment, le drame que vit actuellement, particulièrement l'Afrique, je ne pense pas que le pape Jean-Paul II n'ait pas, dans son fort intérieur, pris conscience de ce que, à tort ou à raison, plus à tort qu'à raison, mais dans leur contexte particulier, les institutions religieuses ont pu jouer. Parce que quand je lis, par exemple, M. Charles Ndongo, partons d'ici, allons chez moi, à mon bureau, même à Essos, je vous mets sous les yeux la bulle d'un pape qu'on a appelé Nicolas V, bulle publiée en 1453, au moment où Henri le Navigateur est en train de lancer des gens contre les côtes africaines pour prendre ça. Et ce pape, Henri le Navigateur lui a demandé ce qu'on appelle l'indulgence. Donc, il a demandé donc l'autorisation, parce qu'il fallait demander l'autorisation. Et le pape écrit noir sur blanc qu'il autorise à ces Portugais d'aller prendre, mettre en esclavage, occuper les biens des Africains, les garder pour eux et les transmettre à leurs descendants de génération en génération. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un document qu'on cache, c'est un document qui est là. Qui existe. Que vous avez consulté. Je l'ai à ma table, si vous voulez, vous pouvez aller le lire. Et ce sont des documents que j'ai pris au Vatican. Et ça, ce n'est qu'un. J'ai sorti à peu près 70 bulles des papes. Autrement dit, les documents des papes encourageant cette mainmise des Européens sur nous. Et moi, je me suis dit, tout comme je vous ai dit tout à l'heure, je dis, chaque peuple résout ses problèmes avec la conception de son temps. Donc je n'en veux pas à ces papes-là, mais je m'explique qu'ils étaient dans un contexte erroné. Encore une fois, c'est l'historien qui parle. Vous comprenez? Un autre vous dira qu'il est renversé. Vous comprenez? Moi, je dis que dans ce contexte où nous avons affaire à une Europe chrétienne, je dis bien, mettez un trait d'union, le citoyen est automatiquement chrétien. Et il ne pose pas un acte sans que le pape lui donne l'autorisation. Vous comprenez? Dans ce moment-là. Et on est convaincu que les Africains sont des maudits. Les Africains ont été maudits par leur père Cam et ils sont condamnés. Vous comprenez? C'est la logique de l'époque. Alors, pour revenir dans votre pardon, je crois que le pape Jean-Paul II, c'est ma conviction, a dû être conscient de cela. Et étant conscient, il voudrait qu'on en prenne conscience de part et d'autre et qu'on remette l'histoire de l'humanité dans un sens plus honnête. Il a voulu profiter de l'année jubilaire. Il a voulu profiter de cette année jubilaire. C'est ce que moi je crois.
Professeur, on va arrêter là notre conversation d'aujourd'hui. Nous allons la reprendre vraisemblablement la semaine prochaine à la même heure pour reparler peut-être de cette collaboration entre l'institution religieuse et la politique et puis probablement évoquer également quelques-unes des références dont j'ai remarqué qu'elles sont très récurrentes dans votre œuvre. Je ne manquerai pas, je serai tout à fait à vos dispositions et au besoin, comme quelqu'un a demandé si ça ne va pas révolter les gens, il faudrait qu'on prenne l'habitude de se former, de regarder la réalité en face. Ça ne sert à rien de jouer à la politique de l'Autriche. Et comme je crois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous disais que je ne fais pas ces études, ces recherches pour m'opposer à quelqu'un. Et je vous dis que je suis convaincu que des jeunes occidentaux, européens et américains, qui veulent être honnêtes, sont en train de cheminer dans ces recherches. De et vous rejoindre en quelque sorte. De tôt ou tard, on va se rejoindre. Si ce n'est pas eux et moi, ce sera au moins avec les enfants qui sont en train de former maintenant. Qu'on reconnaisse l'histoire, mon vieux, il n'y a pas de honte à reconnaître ces bavures d'enfance. En tout cas, les faits historiques ne peuvent pas être falsifiés. Voilà, voilà. Bonsoir. Merci bien. Professeur Kangaiwane, bonsoir. Bonsoir, M. Charles Ndongo. Nous vous retrouvons dans cette plaque forte du Musée national, qui est un endroit riche d'histoire. C'est l'ancien palais présidentiel. Qu'est-ce que cet endroit évoque en vous comme souvenir? Disons que s'il avait été effectivement le musée national, il aurait évoqué en moi deux niveaux de la vie camerounaise. Vous savez que par définition, un musée, c'est cette espèce de projecteur qui rappelle aux citoyens ce que le passé a fait, ce que les ancêtres ont fait.
On conserve dans les musées les réalisations des ancêtres afin que ces réalisations projettent dans la génération contemporaine l'idéal de la vie. Donc si effectivement ce bâtiment avait été réellement un musée, j'y viendrais régulièrement lui demander qu'est-ce que les ancêtres Bamoun ont fait, qu'est-ce que les ancêtres Douala ont fait, qu'est-ce que les ancêtres de l'Ouest ont fait. Bref, ça me permettrait de reconstituer la vie de mes ancêtres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il n'est encore musée que sur le papier. Il est un musée sur le papier et je ne sais même pas s'il sera un jour musée parce que dans la phase actuelle de l'histoire... quand même pas de la volonté politique. Non, ça, c'est indépendamment de la volonté politique. Dans la phase actuelle de l'histoire, tous les pays africains, l'essentiel de la projection de leur passé a été déporté ailleurs. Les musées africains, et c'est pourquoi vous parlez du contenu, pas du contenant. Du contenu. Du contenu, autrement dit, les objets qui sont déposés dans les musées et qui doivent être le projecteur du passé, ces objets se trouvent ailleurs. Et c'est pourquoi tout Africain qui veut faire des études en muséologie, même vous-même si vous faites des recherches, vous allez à Paris, oui. Vous allez à Vienne, oui. Vous allez à Londres, etc. Autrement dit, même s'il y avait même en Russie. Voire même en Russie. Oui. Même s'il y avait eu au Cameroun la volonté politique de faire de ces bâtiments le lieu où sont conservés les projecteurs de la vie africaine, il leur faudrait encore un deuxième combat, aller demander là-bas s'il y a lieu de ramener qu'on leur restitue leur passé. Leur passé. Je vous surprendrai en vous disant que j'ai vu le trône, le véritable trône de Njoya, la première fois à Bonn, proche d'un musée, muséum. Le réalisateur de cette émission s'appelle Njoya, il doit être un des descendants. Ah, c'est possible, c'est possible. Est-ce qu'il le sait à Fumban? Je ne sais pas, mais moi je vous dis que c'est là à Vienne, à Berlin, oui. N'est-ce pas? C'est le trône authentique? Authentique alors, qu'on avait enlevé, amené là-bas. Oui. Il le sait, le roi Mbombo Njoya? En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, je m'interroge souvent si les Africains savent ce qu'ils ont possédé et ce qu'ils ne possèdent plus. Alors qu'est-ce qu'ils auraient à Fumban? Une copie? Oui, vraisemblablement. Ce sont des copies. Et il en est comme ça de tous les pays africains. Hein. Bon, donc je vous disais qu'en réponse à votre question, ça m'aurait donc renvoyé à mon passé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, à un niveau beaucoup plus proche, ce bâtiment, quand je le vois, est pour moi plein de souvenirs parce que j'ai eu la chance de voir le Cameroun sortir de la pénible période, au moins en principe, qu'on appelle la colonisation, et les institutions se mettre en place. Dans mes yeux d'enfance, quand nous sommes venus faire le brevet ici, l'oral du brevet, parce que tous les Camerounais faisaient l'oral du brevet au même endroit, à l'école du lycée Leclerc. Lycée Leclerc. Quand nous sommes venus, c'était encore occupé par les hauts commissaires. Oui, nous sommes en quelle année? Nous sommes là, le brevet, je l'ai fait en 1952. 52. C'était le domaine du haut commissaire. Donc vous voyez que un petit indigène qui sort de la brousse, qui arrive à Yaoundé et qui va voir où reste le haut commissaire, qui à l'époque était comme le président de la République au Cameroun, française, je vais dire au Cameroun. Donc, quand je vois cette maison, ça me fait penser un peu à ça. Un peu comme à Dakar. À Dakar, ils ont le même, parce qu'ils ont le même style. Absolument. Le même style. Absolument. Bon. Maintenant, lorsque on est arrivé à la fin des guerres dites nationalisme, et qu'on est arrivé à faire entrer un noir dedans, un Camerounais, nommément donc, les gens que vous connaissez, parce que Mbida a passé un peu par là, mais surtout le président Aïdjo. Ce qui est là alentour, où vous passez maintenant comme ça, c'est-à-dire la route là. La route là, vous ne passiez pas comme ça. Ah bon? Non, vous ne passiez pas comme ça. Ah. Il y avait
là au niveau où était la gare, il y avait une route qui passait par là pour aller vers Mokolo. Avec un certain hôtel terminus. Avec un certain hôtel terminus. Lorsque donc on a décidé que Ahidjo resterait ici, c'est sous Ahidjo qu'on a conçu donc l'idée de créer le passage qui vient maintenant là-bas de Sonnel pour continuer vers le ministère. Oui. Et je me rappelle bien avec mes yeux d'enfant que quand on a construit ça, il était interdit aux citoyens de passer par là. C'était réservé. Et la route était conçue pour qui? Pour lui. Seul? Oui. Exclusivement? Exclusivement. Il devait sortir ici, prendre sa voiture là-bas et partir. Le seul Camerounais que j'ai vu oser braver cette décision, c'est Monseigneur Zoua. Monseigneur Zoua, voulant se rendre en Colbison, au grand séminaire de Colbison, pour ses raisons personnelles. Est-ce qu'il voulait narguer le président? Est-ce qu'il voulait dire que lui aussi il est l'autorité? Il est passé là-bas et on l'a coincé. Et il a eu maille à partir avec les gardes. Avec les gardes. Et c'est lui-même qui est venu nous dire ça en Colbison. Donc bref, et cette le président Ahidjo en a été informé? Il en a été informé. Oui. Vous savez, il en a été informé. Les deux là, avant de s'estimer vers la fin, n'ont pas toujours été de très bons amis. Hein. On a pourtant beaucoup glosé sur leur collaboration. Oui, à un certain stade. L'accord n'était pas si parfait que ça? À un certain stade. Je crois que vous, Camerounais, vous avez entendu parler du train de la mort. Oui. Vous avez entendu parler de ça. Tout à fait. Et vous avez entendu parler du serment que Monseigneur Zoua a fait. Oui. À propos de ce train de la mort. Tout à fait. Alors vous devez deviner les réactions oui. du président de la République. En tout cas, il n'était pas favorable. Voilà, il n'était pas favorable. Et vous devez donc imaginer qu'à l'époque, il y avait entre Monseigneur Zoua et lui réellement une guerre ouverte. Je me rappelle bien cette guerre-là, les effets de cette guerre. Monseigneur Zoua, qui était donc, je ne dis pas mal vu, mais en hostilité avec, nous étions partis avec lui, sacré Monseigneur Van Hegen, à Doumé. Oui. Nous étions des grands séminaristes, accompagnant Monseigneur Zoua à Doumé. C'est de Doumé que Monseigneur Zoua nous a fait savoir qu'il paraît qu'il y a une décision de le ramasser à Obala pour l'amener en prison. Zoua. Ah, il y a eu un projet de cette nature. C'est ce qu'il nous avait dit. Conséquence, nous devrions partir de Doumé en cortège. Lui, notre évêque devant, et les autres voitures portant des prêtres et des grands séminaristes derrière. Pour que si on le prend... Dans le cas où on le prend, on nous prend tous. Comme dans un naufrage collectif. Voilà. On a donc voyagé comme ça. Arrivé à Obala, il n'y a rien eu. Nous sommes rentrés, on l'a accompagné dans sa maison à C'était une fausse rumeur alors? Fausse nouvelle ou vraie nouvelle, c'était pour dire que les relations n'étaient pas aussi bonnes que vous le dites. C'est vers la fin que pour certaines raisons, les relations sont devenues beaucoup plus harmonieuses. Est-ce que la fin d'Ogmo aurait eu des effets déçus? On l'a pensé. Parce que lorsque... À tort ou à raison? Disons avec des indices de probabilité. Je dis indices de probabilité pourquoi? Parce que lorsqu'on a l'affaire Dogmo a éclaté, lui-même Dogmo et la plupart des chrétiens du Cameroun imaginaient qu'il était impossible de mettre la main sur un évêque. Il est même dit que Monseigneur Dogmo étant à Rome, après qu'on ait arrêté Wanji, c'est Wanji? Oui. Qu'on l'ait arrêté, Rome lui avait demandé de ne pas rentrer. Parce qu'il était question qu'on puisse mettre la main sur lui. Il aurait répondu qu'il n'est pas possible qu'on mette la main sur lui. Vous comprenez? Donc on était à une époque où il n'était pas pensable qu'on puisse toucher un évêque. Bon. Ndomo, arrivé à Douala, a été pris, a été amené ici. Évidemment, vous imaginez ce que ça a fait dans les milieux catholiques. Une chaîne de réaction dans les milieux catholiques. Et vous devez imaginer la situation psychologique du président. Et qu'est-ce qu'il devrait faire? Il était nécessaire pour lui de se réconcilier, d'avoir une petite complicité avec l'ordinaire du lieu. Oui. Après tout, il était chez lui. Il était chez lui. Le territoire, tout et Monseigneur Zoua aurait prêté le flanc en faisant un sermon dans lequel il disait que qu'on ne s'étonne pas
il est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église que des évêques commettent des impairs et qu'on mette la main sur eux. Vous comprenez? Ça, c'était donc pour tranquilliser, pour démobiliser cette vague. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, il a été donc pensé que Monseigneur Zoa a tendu la main à Ahidjo, a favorisé, a été plus ou moins, a encouragé Ahidjo. Et puisque c'est après cela que vous savez, le procès a eu lieu, Ndongo a été condamné. Est-ce que tous les évêques ont été d'accord ou pas d'accord? Bref, l'opinion catholique s'est démobilisée. Vous comprenez? Alors, dans cette situation de démobilisation, il y avait tout lieu de croire qu'il y avait déjà une certaine entente tacite entre les deux autorités. C'est dans ce sens-là. Mais avant ça, il n'était pas question. Donc cette maison me rappelle donc cette première autorité camerounaise qui prend la place d'un président de la République avec tout ce que ça comporte comme privilège. Parce que vous savez, pour nous les Africains, être devenu responsable à la place de Blanc, c'est prendre avec soi aussi tous ces avantages qu'il avait. Absolument. Voyez, donc c'est à peu près ce que ça me rappelle. Bon, maintenant, quand j'y arrive comme ça, vous me dites bien, c'est bien que ce soit ce que ce soit devenu, mais je dois vous avouer que dans ma conscience d'historien, voyez, qui aurait quand même souhaité qu'il y ait une continuation entre réalisations des générations. J'aurais souhaité. Lorsque je vois plutôt ce monument maintenant quelque peu mort, il n'y a rien là-dedans, à mon avis, qui... S'il est mort, on est en train de le ressusciter, non? En quoi faisant Le décret existe, il y a un début d'action pour le réhabiliter, le restaurer. Oui, début d'action, attendant que ça réussisse, ça finisse. Oui. Voyez? En attendant, je constate que de temps en temps, on organise ici la vente de bière, et on organise ici des manifestations, on organise ici dans un palais, parce qu'entre nous quand même, un palais doit rester un palais. Mais un palais, c'est quand même un palais. Même ancien. Même ancien. Mais c'est ça, vous ne pouvez essayer, vous vous imaginez, M. Charles Ndongo, vous qui avez fait la France, vous avez été à Versailles. Oui. Vous avez vu le château de Versailles. C'est sacré. Vous comprenez? Oui. Vous avez été à Blois. Vous avez vu le palais, le château de Blois. Est-ce que vous pouvez imaginer que des Français viennent organiser des nyang dans au château de Versailles? Mais non, donc moi j'ai dit... C'est un défaut d'éthique collective, Mais non? c'est donc ça, c'est pourquoi je vous dis que... On n'a pas besoin d'un décret pour ça. On n'a pas besoin d'un décret pour ça, évidemment. Vous arrivez à la vraie raison qu'en fait, dans l'analyse de nos problèmes, il faut savoir que c'est une certaine situation générale. Voyez, et il y a tout un travail de toute une société. Ce délitement-là, il est parti de quoi? Qu'est-ce qu'il a causé? Qu'est-ce qu'il a rendu à ce point profond? Vous savez, M. Charles Ndongo, j'ai pris la mauvaise habitude de chercher à comprendre ce qui arrive. C'est le propre de l'historien, parce que l'historien essaie de comprendre le présent avec le passé. Je suis en train de suivre une filière, je ne suis pas encore arrivé à la fin. Cette filière me fait croire qu'il y a eu un mouvement vers le matérialisme individuel, l'égoïsme individuel, qui a fait que tout ce qui est collectif n'a plus de sens. Je me préoccupe plus de faire redorer le château que j'ai construit dans mon village. Vous comprenez? Je vous dis que je suis en train de suivre cette filière-là, ce filon. Je ne suis pas encore arrivé à la fin. Mais je crois qu'à un moment donné, nous les Camerounais, nous avons cédé à cette tendance à plus soigner ce qui m'appartient qu'à ce qui nous appartient. Vous faites bien de dire nous les Camerounais, parce que cette dérive-là est quand même plus prononcée ici, donc, dans d'autres pays africains. Oui, plus prononcée quand même chez nous. Effectivement, je crois connaître suffisamment de pays africains. Je crois qu'elle est plus prononcée chez nous au Cameroun qu'à Dakar, par exemple. Voilà.
Je ne voulais pas À donner Dakar, par exemple. Mais quelle peut en être l'explication? Oh, vous savez, j'ai personnellement, peut-être par une déformation professionnelle, vous savez, le Sénégal est entré en contact avec l'autre il y a très très longtemps. Et la conscience, l'éthique de l'autre, qui n'était pas absolument mauvaise, l'éthique de l'autre a été assimilée par les Sénégalais très longtemps. Vous avez entendu parler ici de William Ponty. Vous savez que nos premiers infirmiers et infirmières ici, là, c'est à Dakar qu'on les formait. Oui. Vous savez que nos premiers médecins africains, c'est à Dakar. Donc, parce que Dakar, disons, a mobilisé cet aspect éthique bon des autres avant nous. Vous comprenez? Donc le Sénégal a su prendre ce qu'il y avait de positif dans la fameuse mission civilisatrice. Dans la fameuse mission civilisatrice. Et mieux que ça, prendre ce qui avait de positif, sauvegarder ce qui avait de traditionnel. Ça, c'est à noter ça. Ah oui. Le Sénégal a su prendre... Une symbiose, hein? C'est une symbiose. Moi, j'ai été étonné quand je suis allé à Dakar plusieurs fois chez mon ami Cheikh Anta Diop, avec mon ami que j'ai ici, très très intime, Tierno Ba, professeur, un Guinéen qui est ici là. Avec lui, nous avons fait un voyage que d'abord nous avions un peu, on s'appelle Mansa, parce qu'on est allé découvrir. Mais j'ai été surpris d'entrer dans ce que vous connaissez, leur complexe ministériel. Oui. Mais vous croisez le ministre au couloir, vous ne savez pas qu'il est ministre. Vous l'avez remarqué, vous qui voyagez. Vous comprenez? Vous croisez... Il est resté dans la tradition du serviteur. La tradition du serviteur. Vous comprenez? Donc, et en même temps, donc, quand il va faire sa prière, il va faire sa prière. Or, chez nous, ici, là, je crois que peut-être pour être venu un peu tard, peut-être pour être un peu trop à cheval entre nous et les autres, nous avons perdu ça. Et cette recherche du soi personnel, cette tendance a pris forme et prend de plus en plus forme, Charles Ndongo. Est-ce que l'hétérogénéité culturelle y est pour quelque chose? Ah non. L'hétérogénéité culturelle n'a rien à y faire. Et le fait de notre situation, disons, hybride, sans avoir été tout à fait colonie, rester mandat, donc une situation intermédiaire. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus. Parce que si manque ce fond culturel. Non, peut-être. Le fait d'avoir été les deux, ça peut avoir joué. Parce que vous le savez autant que moi, sinon plus que moi, les Allemands, quand ils pensaient pouvoir être seuls, ont commencé à former l'homme et la société. Si bien que certains de nos parents disent « Oh, on regrette ». Bon. Et ils avaient ouvert déjà les écoles, les Mittelschule, ils avaient ouvert des écoles avec des diplômes, des Africains étaient déjà des greffiers, etc. C'est là que vous risquez d'avoir raison. Lorsque, après la Première Guerre mondiale, Emmerich a réussi à les déloger de Mora, les Allemands, à les refouler à Fernando Po, et que Emmerich et l'homme anglais se sont entendus pour se partager, lorsque surtout, en 1921, il a été convenu que cette partie reviendrait à la France, tout à fait normal, la première réaction de la France était de dessoucher tout ce que les Allemands ont semé. Donc il fallait enlever juste de la terre brûlée. De la terre brûlée. Par conséquent, même si nous avions commencé à avoir une conscience respectueuse de l'autre, on nous l'a complètement enlevé à partir de 1921. Après Versailles. Après Versailles. Et quand vous lisez même les premières réglementations de l'enseignement, le premier arrêté de 1921, vous sentez, vous lisez, pas que vous sentez, vous découvrez que la volonté est ferme. De dessoucher tout ce que les Allemands ont semé. C'est pourquoi la plupart de nos parents, moi j'ai un oncle qui était en prison, ce qu'on appelle les germanophiles, on les a flanqués tous en prison. Il fallait
effacer cette race. 2, et à la place, il fallait mettre le style français à 100%. C'est là qu'on a... Or, ils n'étaient pas faits pour durer. Ils n'étaient pas faits pour rester là éternellement. C'était un régime transitoire, le régime du Oui, c'était supposé, oui. sur le papier transitoire. Oui. Mais dans le subconscient, il faut toujours faire attention avec ces messieurs-là. Dans le subconscient, ils étaient sûrs qu'après, à plus ou moins longue échéance, ça leur reviendrait. Est-ce que c'est ça qui explique dans la génération, peut-être, de vos parents, une certaine nostalgie pour l'époque allemande? Absolument, absolument, absolument. Même moi, à mon âge, comme je vous ai dit, à mon âge, j'ai quand même vécu un peu cette période-là, puisque né en 32, 34, là, les Français étaient encore en train de faire ce travail de souchement, là. Donc il y avait encore, moi par exemple, dans ma famille, j'ai mes 2 oncles, les frères de mon père. Un a été fortement formé chez les Allemands. Il était officier d'état civil. Bon, qu'on l'appelait. Vous comprenez? Donc, j'ai encore un autre, celui qui a d'ailleurs fait mon état civil du bon. C'était un monsieur formé chez les Allemands. Les deux ont été exilés pour que nous, les enfants, nous n'ayons même pas la simple idée de comment ils vivaient. Vous comprenez? Et alors, un homme comme ça, quand il revient, il ne peut que regretter, surtout qu'il voit le comportement de ceux qui sortent de l'école française depuis cette époque-là, qui ne savent même pas écrire leur langue, qui ne savent même pas parler leur langue, etc. Professeur, j'ai remarqué qu'il y a dans tous vos travaux, toute votre œuvre, des repères, des références qui reviennent de manière récurrente. Je voudrais qu'on en évoque certains et certaines en termes de date, en termes peut-être de personnages qui vous auront frappé. Je voudrais avoir chaque fois votre explication. Si je vous dis 1815, la conférence de Vienne. Si vous me dites 1815, la conférence de Vienne, je me réfère à Vienne. Et comme tout à l'heure, je vous disais que j'ai eu l'occasion de connaître, j'ai été à Vienne, j'ai vu la salle où s'est tenue la conférence. Quand vous me dites congrès, pas conférence, oui, congrès de Vienne, oui, congrès de Vienne, oui. Ça me rappelle ce grand rassemblement des plénipotentiaires européens, tous, pas un seul excepté, traumatisés par Napoléon. Tous. Autrement dit, tous les Européens qui croyaient pouvoir respecter ce qu'on appelle l'équilibre européen, c'est-à-dire un Européen ne doit pas avoir plus que l'autre. Et chaque Européen doit être dans son cadre. Une forme de solidarité. Solidarité. Alors, ce principe sacré a été violemment violé par Napoléon. Napoléon a dépecé l'Europe. Il prend un bout d'Italie là-bas et flanque à la France. Folie des grandeurs? Folie des grandeurs. Il prend un bout de la Prusse là-bas, il met à l'Italie. Et il prend son petit frère ici, il va en faire empereur d'Autriche. Donc il a chamboulé la carte européenne. L'objet du congrès de Vienne, c'est de remettre un peu d'ordre dans la maison européenne détruite par Napoléon. Ça me rappelle d'abord ça. Et ça me rappelle enfin en deuxième lieu, cette proposition avancée par le délégué britannique qu'on appelait Castlereagh, qui a demandé à ses frères européens: non mes frères, arrêtons la traite négrière. Ah bon? Arrêtons-la. Nous avons commencé chez nous, en Angleterre. Il faudrait qu'on s'entende ici, puisqu'elle a été une chose communautaire, il faut qu'ensemble on l'arrête. Alors d'où vient ce soudain éclair de conscience? Non, c'est que pour des raisons variables, Londres avait déjà eu ce sentiment philanthropique, comme on les appelle. Et simplement parce qu'un Londonien
avait acheté un esclave noir aux États-Unis, dans les îles. Il l'avait ramené à Londres. Il l'avait maltraité. Et vous connaissez l'esprit anglo-saxon. Et un passant a vu comment cet esclave est maltraité par son maître. Ce passant a porté plainte. Et quelqu'un s'est présenté pour défendre ce nègre-là. Et dans la défense de ce nègre-là, il s'est constitué un mouvement pro-nègre avec, à l'intérieur, des parlementaires, des juristes pour défendre les Noirs. La mère des libertés, c'est donc Londres. Hein? Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Alors, c'est en ce moment donc que ce garçon, son avocat, a amené l'affaire au tribunal à Londres et ce garçon a été libéré. Vous comprenez? Et plusieurs donc Africains dans l'esclavage ont subi ce sort. Ils ont été libérés. Et il s'est donc créé à Londres un mouvement religieux qui était dans la mouvance des réformistes protestants, les puritains, qui se sont donc dit, nous allons nous engager pour libérer les Noirs. Et c'est un d'eux que vous avez eu ici, Alfred Sacker. Ah, justement, je voulais en venir. C'est un d'eux. Parce qu'ils ont envoyé ces missionnaires là-dedans maintenant réveiller les esclaves dans les Antilles là-bas, leur prêcher la Bible de libération et on les libérait. Et même les gens qui se trompent ici sur l'histoire du Cameroun en disant que c'est Alfred Sacker qui a fait ça, D'accord, il a fait à posteriori. Ce sont les Noirs américains, jamaïcains, libérés dans ces conditions, qui ont dit, mais tiens, nous allons maintenant sur la côte africaine prêcher ça à nos frères pour qu'on les libère. Et quand ils ont eu les premiers résultats à Bimbia, les premiers résultats à Douala, les premiers résultats à Fernando-Po, et ils sont allés rendre compte à la maison mère qui est à Londres, c'est là qu'on a dépêché Alfred Sacker, comme mécanicien d'ailleurs à Fernando-Po. Donc c'est pour vous dire que ce mouvement est donc né pour libérer, ce qui fait que lorsque les Anglais venaient à Vienne au Congrès, ils étaient déjà habités par ça. Et c'est pourquoi leur délégué a soumis la question à la réunion générale. Et la question a été adoptée réellement par certains, diplomatiquement par d'autres, parmi lesquels la France. Et c'est comme ça que le congrès de Vienne va être retenu également, du point de vue africain, comme celui de l'abolition de la traite. Comme celui de l'abolition de la traite. Abolition en principe de la traite. Et c'est après ça donc qu'ils ont continué. Voilà donc ce qui me rappelle le congrès de Vienne. Et c'est pourquoi je dis ça aussi aux étudiants. Il faut commencer à lire les faits historiques sous leur angle africain. Vous comprenez? Mais quand vous étudiez le congrès de Vienne pour voir combien... Il y avait les délégués de la Prusse. D'abord c'était avec Metternich, c'est lui qui était le maître de jeu, délégué de la France, délégué de cela, et comment on a reparti, rentré. C'est beau, mais où est la part des Africains dedans? Il y en avait. Et donc, le Congrès me rappelle, à moi, cet instant historique où, pour la première fois, on a semé dans la conscience des Occidentaux qu'il faut arrêter la traite négrière. Est-ce qu'ils vont l'arrêter? Au moins, le principe est acquis. Deuxième grande étape, professeur, 70 ans après le Congrès de Vienne, il y a la conférence de Berlin. Oui. La fameuse conférence de Berlin, qui est connue de tout le monde et presque ignorée de tout le monde aussi. Comme nous disions tout à l'heure, ce sont des mots qui sont entrés dans la pratique et qu'on utilise comme cela sans en saisir, n'est-ce pas, le contenu réel. La conférence de Berlin, c'est effectivement une des grandes étapes de l'histoire africaine et de l'européenne, mais disons, prenons notre part à nous. 1815, on convient d'arrêter la traite négrière. Mais on ne convient pas de laisser les Africains chez eux vivre de façon autonome. 15 ans après, c'est-à-dire en 1830. 1830, à partir de 1830, on lance sur le continent africain les équipes d'explorateurs.
pour mieux connaître l'Afrique, mieux connaître les ressources africaines. Parce que les capitaux accumulés à la suite de la traite négrière permettent maintenant de lancer l'industrie. Et l'industrie a de nouvelles exigences. La révolution industrielle a besoin de main-d'œuvre. Main-d'œuvre et surtout matières premières, puisque c'est la mise en marche des machines. Les machines ont besoin de matières grasses. Ces matières grasses, on ne peut pas les obtenir aux États-Unis. Il y a déjà eu des explorations en Afrique. On sait que c'est un réservoir de matières premières. Mais ils sont pas allés à l'intérieur, mais à la côte, on les devinait déjà. Il y a des soupçons. Il y a des soupçons. Puis à la côte, quand même, on avançait un peu. Par exemple, les esclaves qu'on embarquait, je ne sais pas moi, à Ouida. On allait quand même un peu vers l'intérieur, on voyait les palmiers. Oui. Donc il fallait donc aller maintenant explorer le continent africain pour, premièrement, voir s'il n'y a pas lieu de se procurer ces matières grasses qui sont nécessaires à l'industrie qui naît. Donc les explorations ont ce rôle-là. Et c'est pourquoi chaque explorateur faisait toujours son rapport sur ce qu'il a trouvé sur le terrain. Bon. Deuxièmement, les explorateurs partant, s'ils trouvent un coin intéressant, possédant des matières premières utiles au fonctionnement de l'industrie, ils s'engagent à signer un traité avec les chefs locaux, d'après lequel le chef local, lui, cède le terrain. C'est votre exemple de 84. 84, en juillet. En juillet. Oui. Donc, est-ce que ces chefs locaux sont conscients de ce qu'ils font? Absolument pas. Absolument pas. Les chefs locaux évoluant dans le contexte africain de solidarité entre les humains, oui, ils les accueillent à bras ouverts. Oui. Ils ne soupçonnent pas, ils ne peuvent pas encore soupçonner derrière la tête de quelqu'un une mauvaise intention. Mais on les considère quand même déjà comme élite, non? Ces chefs. Élite, ça dépend de ce qu'on met dans le mot élite, parce que le mot élite a fini aussi par avoir, dans notre contexte actuel, oui, une sorte de colonisation. Élite veut dire, dans un village, j'ai choisi quelques individus, je les forme selon ma mentalité, et ils vont travailler avec moi au mépris des autres. Bon, ça c'est à peu près le mot élite. Mais si vous entendez par élite, les gestionnaires de la société africaine, oui. Donc, sont aussi auxiliaires déjà de cette administration coloniale. Pas encore. Pas encore. Non. Le mot d'administration coloniale, le chef devenu administrateur colonial, ce sera lorsque, après la conférence de Berlin, on aura décidé d'introduire la civilisation. Vous comprenez, ça c'est différent ça. Oui. Dès qu'on a introduit la civilisation, évidemment, l'autorité locale doit fonctionner selon l'autorité étrangère. Et si elle fonctionne comme ça, évidemment, le chef devient plutôt un auxiliaire, dans ce sens-là. Les explorateurs signent donc les traités avec eux, ils cèdent, et finalement, en 84, il se trouve que pratiquement toute l'Afrique est quadrillée, sauf l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale est importante à cause des fameux fleuves Zaïre, que Stanley avait eu le temps de fouiller et Brazza, de découvrir de part en part. D'où la conférence de Berlin. Il faut donc qu'on s'entende aussi sur cette partie centrale, de sorte que les possessions à la côte puissent être reliées aux possessions de l'intérieur. Et une fois que cela est fait, on démarre la civilisation. Alors, vous avez fait la lumière sur Alfred Sacker. Il vous reste à nous parler de François-Xavier Vogt. François-Xavier Vogt, que je ne blesse pas non plus, n'est-ce pas, la conscience chrétienne de tout le monde. De toute façon, nous devons savoir que on va au ciel comme on est. François-Xavier Vogt est un Alsacien. Vous comprenez? Bon. L'Alsacien, c'est la partie entre la France et l'Allemagne. Donc c'est une partie qui est tantôt allemande, tantôt française. Ouais. Si vous allez, moi qui ai grandi à Strasbourg, les Alsaciens, ils sont aussi bien à l'aise avec les Allemands qu'avec les Français. Bien. On vient de chasser les Allemands du Cameroun. On vient de les chasser. Et avec eux, leurs missionnaires.
nous avons l'intention de déraciner l'influence allemande. Nous ne pouvons pas le faire directement. Il faut donc mettre une personne intermédiaire, une passerelle, une personne qui a un pied chez nous, un pied chez les Allemands. Comme ça, il va pouvoir réconcilier au Cameroun les Camerounais des formations allemandes et les Camerounais des formations françaises. Vous comprenez? Qui fait ce choix-là? Ah, ce choix-là, on a souvent dit que c'est Rome qui nomme, je suis absolument d'accord, mais Rome nomme souvent après consultation. Ah bon? Ah oui, oui. C'est encore valable aujourd'hui? Je pense oui. Je pense oui. Ça m'étonnerait que Rome décide un jour, je vais au Cameroun, je vais faire de M. Charles Ndongo l'évêque d'Abomban. Ça m'étonnerait. Pourtant, Rome a toujours proclamé son indépendance. Mais ça c'est entre les principes et la réalité. Mais je dis que ça m'étonnerait de voir que Rome vienne comme ça entrer au Cameroun, prendre Charles Ndongo, en faire l'évêque d'Abomban, sans qu'il ait quand même demandé l'opinion du patron de Cameroun, c'est Charles Ndongo. Ça m'étonnerait. Donc dans le contexte de Monseigneur Vogt, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas eu une sollicitation de l'autorité française présence au Cameroun sur ce personnage, le haut commissaire. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas eu cette suggestion à Rome. Nous aimerions, nous souhaiterions avoir quelqu'un de tel profil. Oui, peut-être pas le nom, mais au moins le profil. Voilà, vous voyez, c'est le cas de Monseigneur. Ceci n'enlève en rien. Ceci n'enlève en rien son apostolat, sa capacité, son dynamisme de missionnaire. Et encore, missionnaire dans la vision de la colonisation. Vous comprenez? Donc, autrement dit, missionnaire, quelqu'un qui est venu civiliser, apporter une nouvelle religion, apporter une nouvelle manière de gérer le peuple, apporter une nouvelle manière de... Ça n'enlève rien à sa vitalité. Mais je dis que comme Alsacien, qui est envoyé dans un pays où il y a des problèmes entre deux nationalités, qu'on ait envoyé une personne qui en lui cumule les deux nationalités, qui est donc capable de concilier les uns et les autres et de faire avancer l'œuvre. Parmi les noms qui reviennent souvent dans vos travaux, il y a naturellement Cheikh Anta Diop. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a légué? Non, Cheikh Anta Diop m'a légué beaucoup, beaucoup. D'abord, je vous dirai comment je l'ai connu. Je l'ai d'abord connu par les écritures, par ses livres. Pendant que je faisais mes études, je l'ai lu, il m'a intéressé, il m'a plu, comme la plupart d'ailleurs qui écrivaient à l'époque. Première découverte, enfin première chose. Deuxième chose, lorsque je me suis intéressé à l'égyptologie et que j'ai commencé à l'enseigner, j'ai cherché à le rencontrer. Et c'est à cette occasion que, comme je vous ai dit, mon ami que j'ai ici, Tierno Ba, nous nous sommes entendus, nous nous sommes donné un voyage pour aller à sa rencontre. Et dès que je l'ai rencontré, que je lui ai exprimé mes convictions, qu'il m'a exprimé les siennes, et là, M. Charles Ndongo, je dois vous dire, parmi les Africains qui m'ont marqué, c'est cet homme-là. Voyez un homme de renommée internationale, un homme qu'on approche en tremblant. Quand j'allais à Dakar, à l'IFAN, où se trouvait son laboratoire, jusqu'à ce que je l'ai approché, je m'imaginais quelqu'un qui me recevrait de haut. Mais dès que je suis arrivé, quand on lui a dit qu'il y a deux gens là, ils sont venus, il nous a pris, on est entré comme vraiment deux copains. On s'est assis, on s'est mis à causer. C'est à cette occasion donc que je lui ai fait part de ce que je pensais de ses écrits. Il m'a fait part de ses projets et comme je lui avais dit que j'ai fait Rome et que j'ai fait dans l'égyptologie et que j'avais un aspect particulier de l'égyptologie qui m'intéressait, l'aspect de croyance, on a sympathisé. On est devenus de véritables amis. Bon. On était devenus des amis, de sorte qu'à tous les congrès organisés en Afrique, on nous invitait. Nous nous sommes retrouvés un jour, ensemble, dans un congrès qu'on avait organisé au Zaïre, à Kinshasa, sur l'avenir de l'Afrique, en l'an 2000. Il était invité, j'étais invité, on s'est retrouvés là. Et
un jour de détente, on nous a amenés tous en scellé, n'est-ce pas, pour nous distraire un peu de tourisme. Oui. Et c'est là qu'on avait mangé. Nous nous sommes retrouvés à deux sous un boucarou. Et c'est là qu'il m'a donné comme un testament. Il m'avait dit, cher ami, je vois que les Africains s'intéressent, mais il faudrait, je ne suis pas tranquille, tant que nous n'avons pas formé les Africains sur l'égyptologie, en Afrique même. Si nous ne créons pas en Afrique une école pour former les Africains sur l'égyptologie, ce n'est pas encore bon. Quand on apprend ça à Paris, c'est bon, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Et il me disait qu'il ne souhaitait pas mourir avant d'avoir vu cette école. Malheureusement, comme vous le savez, il est mort quelques temps après. Vous vous considérez comme son héritier? Oh, vous savez, héritier, chacun se dit héritier de Jésus-Christ. Hein? Chacun peut toujours se dire héritier de... Je ne sais pas, je voudrais me considérer comme quelqu'un qui est fidèle à sa pensée. Qui est le continuateur. Qui est le continuateur, comme oui. ça au Cameroun et à l'extérieur? À l'extérieur, si, beaucoup. Il y a un certain nombre comme ça à l'extérieur. On a même notre groupe à Paris, on en a à Lyon, on en a un peu partout. On en a, il y a un certain nombre, mais ce n'est pas encore coordonné. Vous savez, il y a maintenant à Munich. Il y a un projet dans ce sens. Il y a un qui est à Munich, un Zaïrois qui est là, Bilolo. Il y a nous ici. Il y a à Dakar un autre ami qui fait ce travail-là. Au Gabon, on a essayé, une délégation est venue la dernière fois m'en parler. Bon, en France, nous avons des amis. Et il y a donc ce mouvement pour essayer de se retrouver, pour donner corps à sa pensée. Et je vous dirais que ça effraie beaucoup de personnes. Un livre vient de paraître en l'an 2000. C'est sorti en janvier 2000. Non, avril 2000. Il vient de sortir, dont le titre est Afrocentrisme. Le titre est Afrocentrisme, un ouvrage de 400 pages. Et comme j'ai mes enfants là-bas, ils me l'ont envoyé très vite. Il s'agit des Occidentaux qui ont pensé que si nous mettions en pratique l'idée de Cheikh Anta Diop, nous mettrions l'Europe en danger. Alors ils critiquent Cheikh Anta Diop comme il n'est pas permis. Ils critiquent Obenga, ils le déchirent comme ils n'ont pas permis. Il n'est pas permis. Tous ceux qui travaillent dans ce sens, ils veulent démontrer que ces gens-là sont des troubles faits qui n'ont rien, qui n'ont aucune connaissance. Quelqu'un qui ose trouver que Cheikh Anta Diop est un rigolo, en ce temps-ci-là, après tout ce qu'on a, j'ai le livre, on vient de me l'envoyer, j'ai lu, j'ai terminé la première lecture, jusqu'à la deuxième lecture, et j'ai écrit à mon fils à Paris que bon, attends que j'ai fini la lecture, la troisième lecture, je vais dire ce que j'en pense. Professeur, on pouvait poursuivre indéfiniment cette liste des gens qui vous ont marqué et qui sont un peu vos maîtres à penser. On pouvait évoquer des gens que vous citez beaucoup dans vos travaux, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Alioune Diop et bien d'autres. Qu'est-ce que tous ces gens ont de commun? C'est quoi leur dénominateur commun? Ils ont de commun ils sont tous visionnaires. Ils sont convaincus que l'Afrique peut vivre de ses propres moyens. Tous. Comme Mandela? Ah oui, comme Mandela. Nous en serons Mandela. Tous ces gens que vous avez cités là, Jomo Kenyatta, Nkrumah, Mandela, l'autre là, Frantz Fanon, oui. Ce sont des Africains qui sont morts avec la conviction que si l'Afrique se prenait en charge, elle ne mourrait pas. Et malheureusement, cette idée a été vite dissipée. Autrement, sans nous, vous ne pouvez pas vivre. Oui. Alors on va terminer par là où on a commencé, par l'évocation de ces lieux. Sur le plan personnel, vous vous souvenez du premier jour où vous êtes venu ici? Comment ça s'est passé? Oui, je sais qu'il y avait un anniversaire, une grande fête nationale au quoi, et le président Aïjo recevait les gens. Ah oui, j'étais vice-doyen de la faculté. Parce que parmi les invités... À la fin des années 70. J'étais vice-doyen en 79. Oui. 79-80. J'étais vice-doyen. Et donc, dans la liste protocolaire, n'est-ce pas, moi aussi je me trouvais dedans comme vice-doyen. Ce jour-là, vous étiez en costume?
J'ai porté le costume Charles Ndongo, monsieur Charles Ndongo, ne vous effrayez pas. De complexe d'être en costume. Non, au contraire, c'est pas vrai. Non, je vous ai dit que, et quand moi j'ai porté les costumes, n'est-ce pas, je ne ramassais pas de n'importe quoi, donc j'ai porté les costumes pendant très très longtemps. Vers la fin, si j'ai laissé le costume, comme vous voyez d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur moi, mes cheveux, je n'aime pas que ça pousse longtemps, ça me perd le temps, etc. C'est que je vais aller vite, je vais être simple. Vous voyez, quand je m'en vais en brousse, le sac que vous voyez là, vous me verrez à Yaoundé une semaine. Vous l'avez toujours, hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mon sac là, il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup de choses. Il y a d'abord mes documents pour travailler, parce que je sais que ici, quand je m'en vais dans un service pour voir quelqu'un, je ne sais pas à quelle heure il va me recevoir. Et pendant que j'attends d'être reçu, je travaille. Parfois, il m'arrive de travailler pendant 1 heure, avant qu'on me dise vous pouvez entrer. Ensuite, il y a là-dedans certaines affaires qui sont des modes de chez moi. Quand j'ai mangé chez vous un peu trop, je sens mal, j'ai mon écorce dedans, je mange ça, je croque. Vous êtes un initié? Disons oui, parce qu'avec mon père, dans mes 10 années, j'ai connu des écorces qui peuvent... C'est maintenant que le mot écorce vous fait peur, n'est-ce pas? Le mot écorce, quand on emploie ça maintenant, on pense que c'est la sorcellerie, c'est du mysticisme, non. Mais mon père m'a appris, m'a montré certaines écorces qui peuvent, quand je suis fatigué, je peux croquer une écorce. Ça ne nécessite pas la méfiance autour de vous, de vos collègues? Au début, maintenant, il n'y en a plus. Au début, on avait... Ils sont habitués, oui, ils sont habitués maintenant. Au début, on se faisait beaucoup d'idées. De toute façon, même mes amis musulmans, ils ont, vous savez, ça c'est pour porter le Coran. Oui. Et ça, je dois vous le dire, c'est à l'extrême nord que j'ai ça. À Dakar? Non, j'ai acheté ça, j'ai mon fournisseur à Maroua. Quand il y a un qui est vieux, il me fabrique un autre. Alors ce jour-là, vous rencontrez le président Aïdjo? Donc le président nous avait invités. J'étais en costume, très bien, avec mon épouse. Est-ce que c'est la première fois que vous le voyez? De si près. Oui. De si près. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Non, il nous a salués tous, il nous a encouragés tous, il a été content de nous voir tous, etc. Comme font tous les présidents, quoi. Alors quel souvenir vous gardez de lui, le président Aïdjo? Je vous dis donc que j'ai eu à le connaître à son sacre, là à l'ancien hippodrome. C'était encore stade. C'est là qu'on l'avait sacré, je l'avais connu. Le souvenir, vous voyez, c'est quelqu'un, comme je l'ai connu presque vers la fin de ces moments, et que je l'ai rencontré de près ici, là, quelqu'un d'énigmatique. Et pas énigmatique en ce sens, c'est que quelqu'un qui fait des calculs, mais dans le sens dont je vous ai parlé tout à l'heure, en vous disant que la personne humaine a 3 niveaux qui s'influencent les unes des autres. Le niveau de la spiritualité, des valeurs, qui inspire le niveau spirituel, son niveau spirituel, qui inspire son niveau d'émotivité, qui inspire son niveau physique. Quand une personne est habituée à faire ce voyage-là, nécessairement, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Il a quelque chose d'insaisissable. Oui. Et il cultive cela. Oui. Et le président actuel, vous l'avez rencontré après avoir accompagné les premiers pas du renouveau à Bamenda en 1985? Je l'ai rencontré, je vous dirai d'abord en passant que comme c'était de notre promotion, quand il avait fait son lycée... Vous avez quasiment le même âge, hein? Oui, un an de plus que lui. En fait, j'ai un an de moins que lui, mais je vous dirai pourquoi j'ai un an de plus que lui. Oui. C'est parce que mon père, devant m'envoyer à l'école à Bonabéry, à 30 km, à Bonabéry, les curés exigeaient que n'entrent à Bonabéry à l'école que les enfants âgés de 14 ans. Et moi, j'avais 12 ans à l'époque. Donc on vous a ajouté 2 ans? On a ajouté 2 ans. En fait, vous êtes né en 1934? 34, exactement. Alors ça, c'est une grande révélation. C'est pourquoi mes parents savent que je suis né en 34. Mais puisque je ne pouvais pas entrer à l'école française à la mission à 30 km parce qu'il fallait être déjà un peu endurant, mes parents ont trompé, si je peux ainsi dire, les curés, en disant que j'ai 14 ans. Et c'est ça qui est resté. Donc à peu près, on a le même âge. Bon, puisqu'il est promotionnaire de Monseigneur Zé, que vous connaissez. Raphaël Marie Zé. Bon, donc, pour dire que je l'ai connu pour la première fois, lui étant parti du séminaire avant, il avait donc fait son lycée, il était venu
dire au revoir à ses anciens camarades. Raphaël Zeu, Owonomebou, qui est maintenant évêque de Bala, André Zeu, qui était aussi à l'époque là-bas, Foulou était un an avant nous. Donc il est venu leur dire au revoir. C'est à cette occasion qu'on m'a dit qu'il était avec eux à Konon. Mais c'est là que je les connais pour la première fois. Bon, ensuite, dans la période qui vous intéresse, évidemment, j'ai eu à le connaître, puisque je ne fais pas de mystère, vous le savez. J'ai eu, au moment où on lançait les choses, j'ai eu à apporter une contribution dans la réflexion. Je ne pouvais pas contribuer dans la réflexion sans que les moments soient donnés de se croiser au moins. On est revenu ici plusieurs fois. Je suis allé au palais, n'est-ce pas, à l'occasion des Nouvel An. On devait aller, donc lui, souhaiter les vœux. Je suis allé chaque fois au palais. Il fallait y aller puisque j'étais quand même membre du comité central, membre suppléant, comme vous le savez. Donc j'ai eu à le connaître comme ça. Donc il n'est pas un étranger pour moi. Pour les gens, ils croiront que ce sont des mystères. Ce ne sont pas des mystères. C'est la vie d'un homme évolue. Avec ses différentes étapes. Alors ces étapes-là, professeur, nous allons les revisiter avec vous dans la prochaine émission. Nous avons parlé de vos idées politiques et peut-être de votre pensée une nouvelle fois, de ce que vous comptez léguer et peut-être faire pérenniser par les nouvelles générations. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, M. Charles Ndongo. Bonsoir. Vous me donnez l'occasion de laisser avant de mourir, n'est-ce pas? Je n'ai pas le droit d'amener ce que j'ai chez Osiris. En tout cas, nous souhaitons que vous restiez encore le plus longtemps possible avec nous.